tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes audio ainsi que sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous, ça nous aide énormément. Continuez à le faire, à commenter, à partager. Envoyez-nous des messages, on aime bien ça, échanger avec vous. Puis c'est ça, un grand merci. Salim, ça va bien? Ouais, ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la météo. C'est ça, je t'ai vu rentrer aujourd'hui en souliers. C'est fini les bottes, là, mais pour Salim. Mais non, mais c'est parce que hier, c'était possible. Puis ce matin, il y avait un tout petit peu de neige. Puis là, je suis comme, ah non. C'est beau à voir en passant. Tu sais, quand tu vois que, oui, on est là, on est la saison des souliers. C'est ça. Such a good feeling. Non, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais écoute, il a fait beau. La neige, elle a fondu. Puis là, tout d'un coup, elle est revenue. Ben, c'est ça. Et puis, je dis ça à tous les auditeurs qui n'ont pas remarqué. Exact. Moi, je veux pas être le méchant ici, puis je veux pas non plus amener une malchance ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, c'était-tu l'année passée ou l'année d'avant qui a neigé au mois d'avril? Ouais, l'année passée. Oh, ouais. Ah non, mais ça se peut bien. Moi, de toute façon, moi, dans ma tête, il y en a toujours une au mois d'avril, fait que, bon, regarde. Ouais, toujours une petite surprise à la fin, ouais, là. C'est ça, exactement, exactement. Mais tu vois, la météo, elle a... disons qu'il y a aussi une météorologie politique, hein, parce qu'il y a quand même des moments où il y a beaucoup de choses, puis il y a des moments d'accalmie. Récemment, il y avait moins de choses, mais quand même quelques petites affaires, mais tu sais, c'était pas... On n'a pas senti dans les médias qu'il y avait tout un... tout un agenda politique. Tu sais, il y avait des slow news days par moment, là. Mais quand même, cette semaine, il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé, c'est le budget. Hein. Le budget, c'est toujours un moment important en politique. C'est un budget un peu spécial parce que c'est un budget qui est le budget du gouvernement Legault, avec un Legault démissionnaire qui ne sera pas là aux prochaines élections, sera plus PM à partir d'environ le 12-13 avril. Là, 12 avril, on va savoir qui va lui succéder. Ouais. Ensuite, j'imagine qu'il doit y avoir quelques jours avant de la passation de pouvoir. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, on va le voir. Bon, d'après moi, ça ne devrait pas prendre si longtemps que ça. Là. Il y a un nouveau chef, il rentre quelques jours, là, une affaire de même. Oui, non, c'est ça, quelques jours. Ben, je ne sais pas, j'imagine au moins 1 ou 2 journées. Là, donc ça, c'est sûr. Donc, c'est un peu spécial parce que c'est un budget. Généralement, ça prend un cerveau. Le cerveau, c'est le ministre des Finances. Et l'autre cerveau, bien sûr, c'est le Premier ministre, parce que le budget, c'est aussi s'aligner sur les priorités du Premier ministre. Mais là, tu comprends que M. Girard, il devait travailler ce budget-là avec M. Legault, un petit peu, pas trop, avec lui-même, c'est-à-dire comment il voit les choses économiques et les dossiers mais c'est les orientations du parti, de leur gouvernement dirigé par ce premier ministre. Oui, mais en même temps, il y a une course où il va y avoir un successeur ou une successeur à M. Legault. Puis là, il faut que tu les consultes quand même un peu, mais tu peux pas trop les consulter parce que tu sais pas lequel des deux qui gagne, ou à tout le moins, tu veux pas supposer lequel des deux qui gagne. Mais toi, es-tu d'accord qu'il fasse ce budget-là avant le nouveau ou la nouvelle chef? Moi, je pense, sincèrement, que c'était une mauvaise idée de calendrier. Je crois sincèrement que la CAQ était capable de faire une course plus rapide. Je pense que ça aurait été le fun qu'on sache qui gagnait la course de la CAQ la semaine passée, la fin de semaine, la semaine passée. Présenter un budget cette semaine ou la semaine d'après, admettons la semaine prochaine, c'est genre une dizaine ou une douzaine de jours après que le premier ou le successeur ou la successeur de M. Legault arrive. Puis par la suite être en mesure de faire tous les débats sur le budget, donc adopter les premiers crédits, faire la période de crédit où tu passes ministère par ministère, etc. Puis aussi, ça aurait permis une sorte de un peu plus de logique, parce que bon, ben là, expliquons un peu le budget, parce que le budget était fait. On va donner des détails là. J'ai
J'ai des petites notes. Mais en partant, c'était pas un budget super excitant, comme celui d'avant d'ailleurs. Ah non, mais celui-là est encore plus plate. Ouais, mais il nous avait prévenu. Mais on va en parler de ce qu'il y a à peu près. Pas tout, là, mais faire un overview un peu du budget. Mais il y a un élément pour ceux et celles qui ont envie de comprendre un peu comment tu fais pour faire un budget lorsque tu ne sais pas qui sera ton premier ministre dans pas longtemps et de savoir si ce budget-là va servir à quelque chose ou non. Alors, comme tu le dis, c'est un budget plate. Mais c'est un budget où le ministre des Finances a décidé de toucher à ce qui était le plus urgent, on va les nommer là. Mais en même temps, il n'a pas une énorme marge de manœuvre financière. Donc, il met un petit peu d'argent dans quelques éléments les plus importants du budget. Et à côté de ça, il laisse sur l'équivalent de 250 millions sur 5 ans. Donc, ça fait 1 250 000, 1 million, en arrondissant à 1,3 milliard, pardon, j'ai dit millions, 1,3 milliard de dollars sur 5 ans. Et ça, c'est une sorte de fonds pour Madame Fréchette ou Monsieur Drainville. Parce que, dans le fond, on reconnaît que quand un nouveau premier ministre arrive, ça se peut qu'il ait quelques priorités, puis que tu veux être sûr de laisser à cette personne-là la marge de manœuvre. Et donc, ils ont laissé. Donc, mais le problème, c'est que, comment ça fonctionne, là? Tu sais, c'est un budget, là, c'est des tableaux, c'est des chiffres, c'est des sections. Puis normalement, quand tu fais la somme de tous ces chiffres-là, à la fin, tu as ton budget. Là, en l'occurrence, il finit à moins 8,6 milliards. Donc, c'est un déficit de 8,6 milliards de dollars. Ah, moi, je pensais que j'avais vu 10. Non, ça, c'est pour celui de l'année passée. Je vais en parler. Ah, OK. Je vais en parler. Non. Ça, donc, moi, je te parle du déficit anticipé pour l'année 26-27. Okay. Donc, celui qui va se terminer au 31 mars 2027. Ouais. Le déficit anticipé, donc on verra bien si ça va être plus ou moins, mais le déficit anticipé présenté par M. Girard, c'est 8,6 milliards de déficit. Okay? Donc, le problème, c'est qu'il y a un 250 millions qui manque là-dedans et qui va être un 250 millions en théorie manquant dans les autres années, mais enfin ça, on ne le saura pas parce que ça va dépendre aussi des élections. Ça se peut que le prochain parti arrive puis change un certain nombre d'éléments là-dedans, là, mais je fais Georges, tu comprends que je fais des raccourcis parce que ce serait trop technique de tout t'expliquer. J'ai pas la prétention non plus de le connaître par cœur parce que j'ai étudié un petit peu le budget par intérêt personnel et professionnel, mais je veux dire, j'ai pas la prétention de dire que je sais toute la technicalité ou toutes les technicalités autour derrière, mais je veux pas non plus donner trop de détails parce que ce serait vraiment plate mais genre juste mais surtout qu'il n'y a pas grand chose à dire là, il y a des choses, il y a quand même quelques petits éléments, je vais y revenir, mais tu sais, je veux juste bien expliquer que oui, Monsieur Drainville ou Madame Fréchette auront la possibilité d'avoir leur mot à dire dans ce budget-là parce qu'on a prévu 250 millions sur 1,3 milliard sur 5 ans, ça veut dire environ 250 millions par année sur 5 ans. Donc, quand ils vont arriver, ils vont être en mesure de dire ça. Mais c'est juste que dans le budget, il n'y a pas de ligne qui dit 250 millions par année pendant 5 ans pour monsieur Drainville ou Mme Fréchette. Donc, techniquement, personne ne fait ça, là. Personne ne fait ça. Mais admettons un comptable là, qui vient puis qui calcule le tout, il va voir qu'il y a 250 millions qui manquent à la fin là, dans le calcul. Parce que la ligne, elle n'est pas là. La ligne n'est pas dans le budget. Ouais. Mais dans le calcul total, oui. Et M. Girard a été honnête et transparent. Et il a dit, inquiétez-vous pas, dans le 8,6 milliards de déficit, il est prévu à 250 millions pour cette année et 250 millions pour les 4 années qui vont suivre. Ouais. Donc, 5 fois 250 millions, c'est environ 1,3 milliard de dollars si on arrondit. Donc c'est un peu ça. Moi, je voulais juste mettre la table un peu pour ceux qui pensaient que M. Drainville ou Mme Fréchette seraient complètement liés. Non, on leur a laissé une petite marge. Mais ça, c'est quand même spécial, hein, parce que tu prends en considération qu'on retourne au gouvernement, puis moi, je leur laisse un petit coussin qu'ils vont devoir gérer. Mais en même temps,
as-tu vraiment besoin de leur donner cette marge-là pendant 4 ans? Écoute, tu fais ton budget, l'année prochaine, au mois de mars, si jamais la CAQ est reconduite au gouvernement, ben ils feront un autre budget, puis ils arrangeront leurs affaires comme ils voudront. Monsieur, pourquoi étaler ça dans 4 ans, je vous donne 250 millions, tu sais? Et je comprends, c'est drôle que tu utilises le mot coussin parce que c'est le mot qu'a utilisé Charles Milliard. Ouais. Lui, il dit c'est un montant CFD. Ouais, il dit CFD, coussin, fréchette, Drainville. Donc, c'est sa ligne, c'est pas la mienne, là, mais je te dis juste que c'est drôle que tu utilises le mot coussin. Je pense que la raison pour laquelle il a dit ça, puis c'est un malaise que certaines personnes partagent, c'est que normalement, un budget, c'est pas fait pour se laisser une marge partisane. Tu fais ton budget ou tu le fais pas. Tu as décidé, ou le parti politique, ou le premier ministre en place, ou peu importe quoi, a décidé que il allait y avoir sa course à la chefferie pour sa succession, puis a décidé de son budget. T'avais pas spécialement... Normalement, là, quand tu fais un budget, tu le fais pour les Québécois, tu le fais pas pour la coalition Avenir Québec. Là, en même temps, je peux comprendre qu'un nouveau premier ministre arrive, tu veux pas défaire tout un budget, donc il y a une flexibilité. Mais attention, M. Girard a été aussi très prudent. Il a dit, moi je leur ai laissé 1,3 milliard sur 5 ans, mais s'ils ont besoin de plus, il y a une sorte de fonds de prévoyance au gouvernement du Québec pour les urgences, ou les imprévus, en fait, ils appellent ça les imprévus. Ben, ils pourront piger là-dedans aussi s'ils veulent avoir plus de marge. Mais lui, il le présente comme ça. Ouais. Bref, qu'importe, regarde, c'est pas des situations habituelles qu'on voit, là, où il y a un premier ministre qui quitte à 2-3 mois des élections, ou 4-5 mois des élections, whatever. Donc, ils ont décidé de la jouer comme ça. C'est correct. Cela dit, ils ne pouvaient pas de toutes les manières leur laisser bien plus de marge, parce que c'est pas comme si le gouvernement du Québec nageait dans les surplus ou quoi que ce soit. Donc, tu me dis si tu veux qu'on parle un petit peu du... Oui, on va parler un peu du contenu. Puis c'est spécial parce que nous, on a l'habitude, Salim, de voir le dernier budget d'un mandat. Il est souvent rempli de ce qu'on appelait à l'époque, puis j'imagine qu'on appelle ça encore comme ça, les petits bonbons. T'sais. Les promesses électorales. Ouais, tu sais, on va étaler ça un peu partout. On prévoit l'élection. Comment est-ce qu'on peut profiter des 5-6 prochains mois pour aller annoncer aux gens que voici ce qui s'en vient, voici ce qu'on a annoncé. Tu sais, tu prépares ton terrain pour faire ta campagne. C'est pas un secret. On en a vu tellement de budget, puis c'est quasiment garanti qu'à la 4e année, tu prévois un budget un peu, c'est les petits cadeaux. Ceci étant dit, les 4 dernières années de M. Legault étaient tellement mauvaises au niveau économique que tu peux pas te permettre de plus gros déficits que ce que tu as jusqu'à présent. C'est des déficits historiques, on va rappeler aux gens au Québec, là, les 2 derniers mandats du gouvernement de la CAQ. Il faut dire évidemment qu'il y a eu aussi des dépenses que personne n'attendait, dont la COVID et autre chose. C'est évidemment l'excuse, que même peut-être c'est pas une excuse, mais en tout cas, quand tu as des milliards de dollars que tu dois dépenser que tu n'avais pas prévu, ça change pas mal la donne. Mais j'ai trouvé quand même ça spécial que pour une année électorale, moi, je m'attendais à voir des gros projets, des investissements en éducation, en santé. On n'a pas vu ça. Écoute, t'as raison. C'est pas un budget électoraliste. Ouais. Habituellement, dans la dernière année de mandat, dans le dernier budget préparé par un parti politique au pouvoir avant les prochaines élections, c'est un budget qu'on appelle électoraliste parce que dans le fond, c'est quasiment une plateforme électorale. En gros, là, je présente mon budget, puis grosso modo, c'est tes promesses pour le prochain mandat. Ça donne une idée de où tu vas aller d'ici les élections. Puis non, mais même au-delà, parce que quand tu prépares un budget, là, tu budgétises certaines choses sur 4 ans, sur 5 ans. Tu as un PQI, le plan québécois d'infrastructure, qui lui est carrément sur 10 ans. Donc c'est un budget électoraliste dans le sens, en gros, là, c'est
ce que tu présentes, c'est à peu près 60%, 70% de tes promesses électorales. Tu sais, habituellement, c'est ça. Puis oui, c'est vrai que souvent, il y a des petits... Tu appelles ça des petits bonbons. C'est parce que là, c'est sûr que c'est le moment où tu as envie de faire plaisir à du monde pour rappeler que la CAQ gère bien et que... la CAQ ou le gouvernement sortant, hein, les libéraux avant l'ont fait, les péquistes, n'en parlons pas. Je veux dire, c'est une évidence. Alors, j'allais parler du contenu, mais juste avant, parce que tu m'as inspiré certains trucs, parce que tu as parlé de COVID, etc. Bon, c'est sûr que la COVID, c'était plus le premier mandat que le deuxième. Ouais. Cela dit, ça a eu un impact. C'est ça, c'est des déficits qui se sont... Il y a eu 26, je pense, c'est 26 ou 28 milliards. L'épisode de la COVID, la pandémie, a coûté au gouvernement du Québec quelque chose comme 26-28 milliards. Tu sais, veut pas, là, quand on parle juste 28 milliards comme ça, d'abord, c'est énormément d'argent, puis il va bien falloir que tu le budgétises d'une manière ou d'une autre. Là, tu sais, c'est sûr. Alors oui, bien sûr qu'il y a eu des emprunts directs, oui, il y a des choses qui sont allées à la dette directement, etc., qui n'étaient pas spécialement mis dans un budget parce que sinon, ça veut rien dire. Mais, veux pas, ça a un impact sur tes finances, ça a un impact, je veux dire, c'est certain, il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui ne vit pas encore les conséquences financières de la COVID, c'est pas vrai. Puis, je vais juste te dire, je suis pas là pour défendre M. Girard, mais je dois quand même dire un truc, il n'a pas tort lorsqu'il dit, parce que c'est aussi un peu le chant du cygne d'un ministre des Finances qui est là depuis 8 ans. Il n'y a que 2 personnes qui ont été là 8 ans, qui ont présenté 8 budgets avant lui. C'était Gérard Delévesque, le libéral Gérard Delévesque, et le péquiste, qui nul autre d'ailleurs que M. Parizeau. Et donc, il rentre dans un club select là, de personnes qui ont présenté 8 budgets. M. Girard a raison de dire, lui, il a été un ministre des Finances qui a dû gérer beaucoup les finances publiques en temps de crise. Ouais. Donc, oui, il y a eu la COVID, mais qu'on le veuille ou non, il y a eu aussi une guerre en Ukraine qui a eu un impact sur l'économie. Là, je te rappelle... toute la question de la guerre tarifaire... J'y arrivais, mais j'y allais genre chronologiquement. Là, mais tu sais, tu as eu la COVID, tu as eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec les conséquences que ça a pu avoir. Il y a eu bien sûr toute la question aussi au Moyen-Orient, au Proche-Orient, Israël, Hamas, etc., qui a peut-être pas eu un impact économique direct, mais disons que ça jouait dans l'environnement mondial, là, des choses quand même, une certaine instabilité quand même, reflet de quelque chose de quand même assez solide. La crise tarifaire, oui. Aujourd'hui, une autre guerre au Moyen-Orient avec ce qui se passe en Iran, sans oublier d'autres éléments auxquels personne pouvait penser, sauf peut-être M. Trump avec l'arrestation de Maduro, là, son enlèvement qu'il l'a emmené aux États-Unis, etc. Puis ça change. Tu sais, veut pas, c'est un producteur majeur de pétrole, donc ça vient jouer. Bref, il y a quand même beaucoup d'éléments sur la scène mondiale qui fait en sorte que ça a un impact sur les finances publiques. Donc, M. Girard a raison. Là-dessus, il a géré. Bon, maintenant, ensuite, on peut remettre en question le fait qu'à un moment donné, quand il y avait des chèques de 500 pièces qui étaient envoyés, on n'a jamais compris pourquoi les gens... Puis c'était pas ciblé, là, il y avait beaucoup de monde qui ont reçu des chèques de 500 pièces. Des gens qui en avaient peut-être pas nécessairement besoin, qui les ont reçus. Alors, à la limite, si c'était plus ciblé, ça aurait été plus compréhensible. Enfin bref, c'est un débat qu'on peut faire avec un économiste comme lui, hein, je sais pas. Mais il reste que il n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il a géré les finances publiques dans un contexte planétaire qui était difficile. Maintenant, les Québécois jugeront s'il les a bien gérés au nom du gouvernement de la CAQ et décideront si, à l'automne prochain, ils vont les réélire et décideront s'ils sont véritablement les bons comptables qu'ils disaient ou pas. Mais ça, c'est les Québécois qui vont décider. Avant de rentrer dans les détails, quelques points dans le budget, une ligne qui revient, qui a été reprise par les médias, c'est M. Legault qui dit on laisse la maison en ordre.
ça, moi, je l'ai trouvé aussi particulier. Je l'ai trouvé aussi particulier quand tu es le gouvernement qui a présenté des déficits records, de sortir dans ton dernier mandat, de dire qu'on laisse tout en ordre, alors que tu es toujours en déficit. Je vois mal où est l'ordre dans tes finances publiques. 100% d'accord avec toi. Je pense que l'expression n'était pas la plus appropriée. Parce que, non mais c'est-à-dire, il y a des choses quand même qu'il faut dire. C'est vrai que les budgets présentés par la CAQ dans les dernières années avaient atteint des déficits records. Mais attention, déficits records en dollars. Donc, effectivement, on n'avait jamais atteint ces chiffres auparavant. Là-dessus, oui, c'est historique. Je te le donne et je le donne à tous ceux qui le relèvent. En revanche, et je crois quand même que c'est important de le mentionner, le ratio dette-PIB du Québec est l'un des meilleurs parmi les provinces canadiennes. Je pense qu'il est à environ 1,4% du PIB versus 1,7% pour la moyenne des provinces canadiennes. Le ratio dette-PIB est plus bas qu'il n'était avant. Donc là-dessus, un économiste comme M. Girard, il est sans doute fier de ça. Ensuite, j'ai envie de te dire, ça reste un ratio. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais cet argent-là, il y aurait pu, en tout cas, on aurait pu moins s'endetter, on aurait pu, peu importe. Bref, je veux dire, il y a d'autres arguments économiques qui se tiennent pour dire, non, c'est quand même un déficit record. Donc, je suis pas en train d'effacer l'ardoise en disant non, c'est pas un déficit record. Mais il y a des indicateurs économiques qui démontrent que l'économie est quand même plus résiliente qu'on pensait qu'elle serait avec un tel déficit. Oui, exact. Bon, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Écoute, je m'étais pris quelques notes et je tiens à le dire. Il y avait une présentation qui était absolument formidable de Gérald Filion à la télé en direct où il a très bien brossé un beau portrait. Donc, moi, j'avais pris quelques notes personnelles depuis l'analyse qu'il avait faite, etc. D'autant plus que moi, j'étais pas au budget comme lui, là, mais c'était très bien. Donc, à Radio-Canada, il a très bien fait ça. Mais j'ai reçu d'un ami, Kim Leclerc, pour pas le nommer, qui tient un blog, une espèce de résumé, et je trouvais que c'était tellement bien fait que ça a agrémenté mes propres notes. Donc, pour pas me prendre le crédit d'un travail que je n'ai pas fait, les notes que je me suis prises viennent d'un journaliste, Gérald Filion, et d'un ami, Kim Leclerc, qui tient un blog qui s'appelle, je crois, attends, je vais quand même le dire, c'est le fun de la salle de crise sur Substack. Salle de crise, OK. Ça s'appelle la salle de crise, puis ça vaut la peine de suivre Kim Leclerc, qui honnêtement, publie des choses intéressantes. Alors, écoute, moi, je vais pas passer. Je vais pas tout passer, mais grosso modo, c'est ça que je te disais. Le déficit anticipé pour 2026-2027, donc pour l'année qui va démarrer le 1er avril et qui va finir le 31 mars l'année prochaine, le déficit anticipé est de 8,6 milliards de dollars, OK? Mais quand il y a un exercice comme le dépôt d'un budget, souvent, on fait aussi le bilan. Il faut fermer ton année. C'est ça, il faut que tu fermes ton année. Donc, l'année qui va terminer le 31 mars, là, dans une dizaine de jours, cette année-là, quand même, les finances publiques étaient bien meilleures, se sont révélées bien meilleures que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, il y a environ 3,4 milliards de déficits qui sont partis. Donc, finalement, on se retrouve... Parce que le budget d'avant, je pense qu'il avait prévu un déficit de 11
11 ou 12 milliards, ouais, je pense. 12, quelque chose comme... J'ai pas fait le calcul exact, mais par exemple, l'année qui va terminer, là, le 31 mars, on sera à 9,9 milliards. Le déficit prévu pour 2025-2026, en fait, il aurait été de 3,7 milliards, donc presque 4 milliards de dollars de plus. Donc ça veut dire que l'économie québécoise a mieux performé en 2025 que anticipé. Alors certaines personnes plus manichéennes vont dire: ouais, mais Salim, ça, c'est les ministres de Finances, ils font toujours ça, là. Ils se gardent un coussin pour que l'année d'après, ils te disent que finalement, ils ont fait des économies. Ouais. Bon, alors, écoute, s'il y a certaines personnes qui peuvent le démontrer, ça se peut. Je dis pas que c'est impossible, mais... Oui, mais à la fin, tu regardes ton bottom line, puis on a performé mieux que l'année d'avant, donc c'est quand même 4 milliards de dollars de moins de déficit. Donc exactement, donc de moins dans notre dette. Et donc ça, c'est quand même très important. Puis voilà, c'est exactement ça que j'allais dire. Le ratio dette PIB, tu vois, c'est moins 1,2 pour le Québec versus une moyenne de moins 1,7 pour les autres provinces. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, maintenant, il y avait une série de bonnes nouvelles quand même. Monsieur Girard avait annoncé la conversion de 5000 places en garderie non subventionnées en places subventionnées. Donc, ça veut dire que c'est 5000 nouvelles places qui vont coûter aux parents 10 $ par jour par enfant, environ 10 $ par jour par enfant. C'est probablement la meilleure des nouvelles. Ensuite, il y avait aussi un fonds pour les médias. Là, je me souviens plus, c'était quoi le chiffre? Quand même 400... C'était 40 millions sur 5 ans. 40 millions sur 5 ans? Je pense que c'est ça que j'avais vu. Ouais, les médias, le fonds des médias. Ouais, donc ça doit être ça. Écoute, je ne l'ai plus là ici, là, mais en tout cas, c'est un fonds pour les médias qui était super attendu parce que les médias quand même connaissent beaucoup de difficultés. La taxe scolaire qui plafonne? Ça, c'était quelque chose de honnêtement d'attendu. Je pense pas que... Enfin, d'attendu. Il y a toujours des gens qui veulent payer moins de taxes. C'est normal, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec l'état des finances publiques, ça aurait été assez surprenant. T'as quand même... alors, il y a un plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2026-2031. Donc ça, c'est une sorte de nouveau programme qui a été mis en place. Donc, c'est quand même important pour les familles où tu as des proches aidants parce qu'il y a des personnes malades ou des personnes aînées. Donc, c'est quand même très, très, très important. Il y a quand même un petit quelque chose dans les logements aussi, les logements abordables. Oui. Investissement, 1000 logements. Est-ce qu'on va pouvoir aller... Ouais, mais George, 1000 logements. Ouais, c'est ça. 1000 logements, c'est très peu. Oui. C'est très peu. Je ne sais pas. Écoute, je sais pas. Moi, je pense que c'est très peu comme je pense pas. Moi, tu vois, c'est exactement ce que je te disais tantôt. Monsieur Girard a pris, ça c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est tous les observateurs, là, j'ai écouté un peu ce qui se disait à la télé, là. Il a pris plusieurs choses importantes à faire, puis il a mis un peu d'argent dans chaque endroit. Mais tu sais, il n'était pas capable de promettre plus. Il n'y avait pas assez d'argent de toutes les manières pour tout financer à des hauteurs plus importantes. Puis de toutes les manières, le risque, il ne pouvait même pas le prendre. Il n'y avait pas de PM pour assumer ces risques. Tu vois, donc, bon, bref, en tout cas. Moi, je pense que quand même, c'est pas super. En termes de pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas d'effort particulier. Il n'y a pas grand-chose pour les petites entreprises non plus. Toutes les choses que la CAQ semblait défendre depuis le début de son mandat, ils sont où les aînés? Les écoles qui étaient la priorité numéro 1 du gouvernement de M. Legault,
Pas grand-chose en éducation. Bon, la santé, on en passe, là. On a vu tout ce qui se passe. Évidemment, il y a tout le nuage des négociations en ce moment. Peut-être ça lui a causé des difficultés à présenter des investissements là-dedans. Je ne sais pas. Il y a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont aussi qu'on laisse de côté. Tu sais, c'est les promesses fortes de ce gouvernement-là, il semble comme si on les a complètement ignorées. On est où avec ces affaires-là? Tu comprends? Écoute, c'est une perception qui est très légitime. Maintenant, évidemment, tu t'imagines bien que si M. Girard était à côté, il argumenterait davantage là-dessus. Il va dire qu'il y avait déjà de l'argent qui avait été annoncé avant, puis que là, c'est un budget sobre parce que le contexte ne permet pas un autre genre de budget. C'est correct. Moi, la seule chose que je te dirais, c'est que on peut pas vraiment dire les finances sont en ordre, mais on peut dire que on a un peu limité les dégâts dans ce budget-là versus ce qui a pu se faire avant. Mais il va falloir comprendre, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore compris, qu'il va y avoir des compressions avec un tel budget où on annonce peu d'investissements. Tu sais, je te rappelle que les libéraux, quand ils ont comprimé, on disait que c'était des coupures. Donc, ça veut dire que la croissance de certaines dépenses était tellement faible et parfois elle était inférieure à l'inflation et aux besoins qu'on disait, ouais, mais c'est parce que rendu là, c'est comme si c'était une coupure. Exact. Ben, on va un petit peu se diriger vers ça. Alors, tu sais, les caquistes qui disaient à l'époque, c'est l'austérité libérale. Est-ce qu'on s'en va vers une austérité caquiste? La question va se poser. On va voir avec Mme Drainville. Voyons, j'ai dit Monsieur Fréchette. Aujourd'hui, là, ouais. J'ai dit Monsieur Fréchette, maintenant je dis Mme Drainville. Mais en tout cas, avec Mme Fréchette ou Monsieur Drainville. Donc voilà. Mais c'est ça qui va être intéressant. Puis c'est toujours l'aspect intéressant quand il y a peut-être changement. Tu sais, on va assumer maintenant qu'il y aura un changement de gouvernement. On le sait pas, évidemment. Ou peut-être la CAQ sera reconduite au gouvernement. De toute manière, il va y avoir un nouveau ou peut-être une nouvelle première ministre au Québec à partir du mois d'octobre-novembre qui va devoir assumer tout ce que la CAQ d'aujourd'hui laisse comme, entre guillemets, héritage. Là, tu comprends? Tiens, prends ce qu'on vous laisse, puis fais ce que tu veux avec. Et je rappelle aux gens, et c'est pas parce que on a milité dans le Parti libéral, mais je rappelle aux gens que quand M. Legault est rentré en 2018, ça, c'était une maison en ordre, avec des surplus de, c'était quoi, c'est 4 ou 5 milliards, et à la fin de l'année, ils l'ont réévalué à 7, je pense, une affaire de même. En fait, c'était des surplus de 7 milliards. Les caquistes disent 5 après Fonds des générations, parce qu'il y avait 2 milliards qui est allé au Fonds des générations. Mais c'était fondamentalement, c'est important. Attends, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, vas-y. Non, mais parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que les gens aussi, parfois, peuvent être un peu mêlés avec tous les chiffres qui se donnent. Par exemple, je crois, si je ne m'abuse, que dans un communiqué de presse du gouvernement du Québec, là, on disait que c'était un déficit de 6,3 milliards, pas nécessairement de 8,6 milliards. Puis c'est quoi la différence? C'est que faut comprendre qu'on met de l'argent de côté pour rembourser la dette. On la met de côté dans ce qu'on appelle le Fonds des générations, qui est un fonds dédié au remboursement de la dette. Qui oblige les gouvernements à chaque année, au dépôt de leur budget, de mettre un pourcentage dans le en fonds. fait, alors oui, il y a une loi sur le retour à l'équilibre budgétaire qui fait en sorte que tu dois aussi penser à rembourser une partie de la dette. C'est quoi? C'est un cycle de 5 années, je pense. Non, c'est plus... Alors, regarde, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, on doit rembourser notre dette, OK? Il y a deux façons de la faire.
soit tu rembourses la dette directement, puis là, tu baisses ta dette, et quand tu baisses ta dette, ben, les intérêts sur ta dette sont moins élevés. Okay? Les intérêts sur la dette, on appelle ça le service de la dette, comme ça dans le jargon. Soit tu le mets dans le fonds des générations qui avait été mis en place par Jean Charest. Pourquoi? Parce que Jean Charest disait, ben, si tu mets l'argent que tu dois retourner à la dette là, pour rembourser ta dette, si tu le mets dans un fonds dédié, puis que ce fonds-là est fructifié, eh ben, il va générer plus d'argent que d'intérêts que tu auras à payer. Et au bout de 20 ans, donc la première fois, c'était 2006-2026, la loi sur le fonds des générations. Donc, après 20 ans, tu prends ce fonds-là, tu rembourses avec la dette, tu auras remboursé davantage que si tu remboursais ta dette année après année. Chaque année, oui. Donc, c'est à ça que sert le fonds des générations. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu comprends que mettre l'argent dans le fonds des générations, c'est tes fonds, c'est ton argent propre que tu mets dedans. Parce que sinon, tu ne vas pas t'endetter pour baisser ta dette. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a une façon de voir ça qui te dit, mais je ne devrais pas comptabiliser ce que je mets dans le fonds des générations comme étant une dépense. Ouais. Et donc, mon déficit, par exemple, cette année, au lieu d'être 8,6, il est juste 6,3. Ouais. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de voir. Pour moi, le déficit, il est de 8,6. Pourquoi? Parce que rembourser ta dette fait partie de tes obligations comme gouvernement, non seulement pour respecter ta législation en place, mais aussi parce que les agences de notation, elles te regardent comment tu gères tes finances publiques, parce que si tu n'as pas la capacité de rembourser ta dette, ben ta notation va baisser et tu vas emprunter plus cher. Exact. Donc, les agences de notation t'observent. Les marchés financiers internationaux auprès de qui tu vas chercher de l'argent pour t'endetter, parce que pour t'endetter, tu sais, quand tu dis quand un gouvernement s'endette, il emprunte où? Sur les marchés financiers internationaux. Alors, aussi, tu observes pour voir s'ils vont te prêter de l'argent ou pas et comment ils vont te prêter de l'argent ou non. Donc, tu as une obligation de le faire. Donc, à partir du moment où c'est une obligation et que tu dois budgéter cette obligation-là, eh bien oui, tu dois dire quelle est ta dette. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais alors, tu aurais raison de me dire, ouais, mais Salim, si tu considères que budgéter ce que tu mets dans les fonds des générations doit faire partie de ton chiffre là, de 8,6 cette année, milliards de déficit, ben pourquoi les libéraux disent 7? Ils devraient dire 5, parce qu'eux aussi, c'était après le fonds des générations. Ouais. C'est vrai, mais la différence, c'est que quand tu es dans un surplus, le chiffre que tu annonces, c'est de l'argent concret que tu as. Il n'y a pas une partie que tu empruntes parce que c'est des surplus. Tu t'empruntes pas un surplus. Surplus, c'est ton argent. Donc, quand les libéraux disent 7, ils n'ont pas tout à fait tort, mais disons que dans les livres, c'est 5 milliards de déficit, de surplus à l'époque. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, les finances publiques en ordre, parfois tu peux les mettre en ordre sans qu'il y ait des surplus. En ordre, ça veut juste dire que c'était le bordel complet. On ne savait pas où est-ce que l'argent allait. Il y avait des programmes, c'était des... comment dire? Il y avait tellement voyons, comment on appelle ça, là, de dépenses... j'ai pas envie de dire inutiles. Il n'y a jamais de dépenses complètement inutiles, mais je veux dire, il n'y avait pas d'efficacité. Il y avait des programmes qui faisaient 2 fois la même chose. Mais en même temps, Salim, quand tu parles de programmes, puis quand tu parles de machines bureaucratiques, puis t'entends le mot ordre et tu penses à la SACLIC et tu penses à tout ce bordel-là. Puis, tu sais, comment... Ça, pour moi, c'est le désordre. Puis encore aujourd'hui, on est encore mêlé avec cette histoire-là. Donc, tu sais, mettre de l'ordre, là, I don't know. Je sais. Ouais, non, je sais. Non, mais encore une fois, hein, la perception
ça, c'est juste pour répondre à la question que c'est pas nécessairement toujours sur le budget puis puis sur les finances publiques, comme tu disais, mais il y a aussi l'ordre dans l'appareil gouvernemental. Puis même ça, là-bas, on l'a pas vu. Je sais pas, au moins moi. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses que j'ai pas vues, là, mais... regarde, puis regarde, les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire qu'est-ce qui se passe, Salim? Il a l'air d'être pas mal caquiste aujourd'hui, en train de défendre, Non, mais j'essaye d'être fair. Moi, je pense que d'une manière générale, les finances publiques, par Éric Gérard, ont été gérées, ont été bien gérées dans le sens qu'elles ont été bien gérées dans comment ils ont monté leur budget, dans comment ils ont budgétisé certaines affaires. Ensuite, on peut critiquer beaucoup de choses dans les budgets caquistes. Tu sais, on pourrait te dire, ouais, mais comment tu pourrais parler de finances publiques en ordre lorsque tu mets 7 millions pour amener les Kings, par exemple, de Los Angeles. Donc, dans le fond, tu peux... Alors là, j'ai presque envie de te dire, tu peux critiquer certaines dépenses. Moi, tantôt, pour moi, le 500 pièces, là, les chèques de 500 pièces, ça, personnellement, je les comprendrai jamais. Là, je sais qu'il y a des économistes qui vont te dire, on a fait nos calculs, on a fait notre truc, puis là, avec 500 pièces, X pourcentage va être investi, ça va aller dans l'économie, ça va faire rouler des entreprises. Certaines entreprises vont rester en vie, certaines autres vont payer des impôts, on va récupérer cet argent. Bref, moi, je ne suis pas de cette école-là, j'y crois pas trop. Moi, j'aime ça, les aides ciblées. T'sais. Ensuite, il y a d'autres choix. T'sais, Nordvolt, ça a été une catastrophe, une calamité totale. T'sais. Et ça, littéralement, c'est un dossier qui a été géré, non pas comme gouvernement, il a été géré comme business. T'sais. Puis, en business, d'avoir investi autant d'argent dans Nordvolt et même de le perdre, j'ai presque envie de dire, je le comprends. Parce que la business prend des risques. Mais quand tu es le gouvernement, honnêtement, c'est quand même assez scandaleux. Ben oui. Puis je le comprends, la filière batterie était importante. Ouais. Puis sincèrement, là, il n'y a personne qui pensait que la filière batterie n'était pas quelque chose que les Québécois devaient exploiter. Puis d'ailleurs, je ne reprocherai moi personnellement jamais aux caquistes d'avoir voulu exploiter la filière batterie. Sauf que les risques qui ont été pris dans Nordvolt étaient énormes. Et quand je pense que le gouvernement fédéral a perdu $0 dans Nordvolt. Ils étaient beaucoup plus prudents, eux autres, avec leur stratégie d'investissement. Exactement. Ensuite, le fédéral et le provincial n'avaient pas nécessairement le même rôle dans comment attirer Nordvolt. Exact. Mais tu sais, l'argent, fallait-il le mettre dans la maison mère ou est-ce que juste dans le nord, voyons, la version nord-américaine? Tu sais, je comprends que là, il y a un terrain de $220 millions, là, mais ce terrain-là, il valait-tu vraiment $220 millions? Tu sais, là, j'ai cru comprendre que celui qui l'a vendu, Luc Poirier, était prêt à le racheter maintenant qu'ils ont changé le zonage et puis que peut-être qu'ils peuvent faire d'autres développements. Ça, est-ce qu'on peut critiquer ça? Moi, je pense qu'on peut plus critiquer ça que la gestion des finances au sens comptable du terme. Ouais. C'est juste... Regarde, ça se peut que je sois dans le champ. Mais de mon humble, connaissance, je me suis jamais penché sur le côté super, méga, ultra technique de finances publiques, mais plutôt sur l'aspect politique qui en ressortait. Et c'est la perception que moi, j'en ai.
L'autre chose, puisqu'on est au Québec, on va demeurer là parce qu'il y a toujours une course à la chefferie de la CAQ qui vient lentement à sa fin. Il reste, je pense, 2-3 semaines. Aujourd'hui, on est vendredi. On publie les épisodes le samedi. Donc, quand vous écoutez ça le samedi matin, sachez qu'il y a un débat, le premier débat. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. Je pense que c'est le seul. Non, il y en a deux. Il y en a un demain et je crois un le 28. Donc, je pense qu'il y a un débat demain le 21. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Et un autre le 28. Et voilà. Donc, puis ça, je pense que c'est crucial. Il n'y a plus de membres, c'est fermé. Les dates limites... pour vendre des cartes. Pour vendre des cartes, c'est échu déjà. Donc, on fait avec ce qu'on a. Jusqu'à date, Mme Fréchette a toujours le devant sur Monsieur Drainville. Beaucoup plus d'appui des collègues. Donc, tout dépend maintenant de la mobilisation et ça va être quand même intéressant. Monsieur Drainville, je te dirais, Salim, il ne s'est pas gêné de vraiment s'exprimer sur plusieurs enjeux et de prendre une direction un peu opposé à la position de son gouvernement pendant les dernières années. Et, tu sais, sur la position sur voyons, la taxe carbone, par exemple, il est revenu. J'écoutais l'autre jour Éric Duhem à la radio. Je ne me rappelle pas quel jour, c'était lundi, je pense, ou mardi. Selon lui, évidemment, il est content de voir que M. Drainville, lui, entre guillemets, vole ses idées, mais c'est quand même un pivot. Puis, il faut donner ça à Bernard Drainville. Il ne se gêne pas de dire ce qu'il pense, que tu l'aimes ou non, puis c'est ça sa position. Puis, je ne sais pas si à la fin, ça va nuire à sa campagne, mais tout indique, au moins pour le moment, que ça pourrait peut-être plus être Mme Fréchette le 12 avril ou le 13. Je ne me rappelle pas la date. Là, je pense que c'est le 12. Le 12. Ouais. Écoute, moi, alors le momentum Fréchette, il est réel. Mais un momentum, ça reste un momentum. Ça veut dire, c'est ce que les commentateurs disent, c'est ce que certains observateurs pensent, parce que les sondages qui ne sont pas des sondages auprès des membres caquistes qui vont voter, mais auprès de la population, parmi lesquels ceux qui votent pour la CAQ, mais qui ne sont pas nécessairement titulaires d'une carte de membre leur permettant de voter. Mme Fréchette a ce momentum-là. Cela dit, moi, je serais extrêmement prudent et je n'enterrerai pas facilement M. Drainville, qui a quand même aussi fait campagne, qui a aussi vendu des cartes de membres, qui a aussi essayé de convaincre une partie des caquistes qui étaient déjà membres, là, c'est-à-dire des personnes à qui il n'était pas nécessaire de vendre une carte de membre, ils étaient déjà membres, qui a fait un certain nombre de sorties, comme tu as dit, publiquement, qui pourraient plaire à une frange des membres caquistes qui pourraient être intéressés ou séduits par son discours. Écoute, moi, je te dirais que honnêtement, c'est pas gagné d'avance pour Madame Fréchette. Puis je vais juste te rappeler, les règles de la course à la chefferie de la CAQ, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a X nombre, en fait, il parle de 20 500 membres. C'est 20 500 membres qui vont voter. Celui qui va remporter, le candidat ou la candidate qui va remporter 50% plus 1, donc on peut faire un calcul rapide, on n'est pas si mauvais en calcul mental, mais 10 251, ça va être le chiffre magique à peu près, là, parce que je crois qu'ils avaient dit de 20 500 membres, donc 10 251, ça devrait être la majorité, va l'emporter. C'est pas comme chez les libéraux où il y avait
des points spécifiques par comté qui permettaient, si tu veux, de faire, comment je vais te dire ça, de faire campagne aussi dans des terreaux moins fertiles pour les libéraux. Ouais. Ils étaient obligés de faire campagne partout. Alors, M. Drainville, il a encore ses chances, même si Mme Fréchette a un réel momentum. Ensuite, il n'y a jamais eu de course à la chefferie avant, à la CAQ. On ne sait pas comment vont réagir les membres de la CAQ. Il y a des gens qui vont être très sensibles au sondage en se disant « Ah ouais, mais avec Madame Drainville, avec Madame Fréchette, on pourrait avoir des scores qu'on ne pourrait pas avoir avec Monsieur Drainville et ça va être ça le choix. » Puis d'autres qui vont dire « Non, si on veut continuer de survivre avec certaines racines adéquistes, etc., ben, M. Drainville est celui qui l'incarne le mieux et la raison pour laquelle il aurait été tenté pendant sa course de s'inspirer de certaines idées de M. Duhem, qui est à la tête du Parti conservateur du Québec. Mais là, j'ai entendu quelque part qu'ils ont signé quelque chose comme 5000 membres durant la campagne. Puis la question revient, tu sais, pour une campagne à la chefferie, 5000 cartes de membres, c'est pas grand, c'est pas énorme, ça. 5000 cartes de membres. Et donc ça, c'est une 5000 par campagne ou 5000 les deux? Je pense au total 5000. Oh, c'est faible. Honnêtement, même les libéraux ont vendu plus que ça. Oui. À moins que j'ai tort, mais... Les libéraux avaient environ 20 000 personnes qui ont voté, mais ils sont partis de genre 7500 membres. Donc, ils sont allés de loin pour arriver à 20 000. Mais de toute manière, là, je suis pas sûr, mais je suis presque sûr que c'est ça que j'ai entendu. Mais de toute manière, on parle de 20 000 personnes qui choisissent le prochain ou la prochaine première ministre. C'est quand même spécial ce qu'on est en train de vivre avec ce changement-là. Je sais pas si, pour moi, honnêtement, évidemment, c'est la première fois qu'on voit ça. Et c'est pour ça que je pense, et c'est pour ça que je dis souvent, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, là, les épisodes précédents, je dis toujours que je suis pas trop sûr que l'élection va avoir lieu au mois d'octobre parce que c'est difficile pour moi de croire que ces 20 000 personnes qui, pour l'instant, sont les membres de la CAQ vont choisir le son pour le reste du Québec. Tu comprends? Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est une campagne à la chefferie. C'est le parti et ses membres qui votent, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est quand même spécial parce que tu vas prendre le siège numéro 1 pour tout le Québec. Je comprends. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai pas de malaise du tout avec ça. J'ai pas de malaise avec ça parce que on n'est pas en train d'élire un président. On est en train d'élire un premier ministre. Si on avait... Alors évidemment, il y a des gens qui rêvent de ça, qu'on ait un système présidentiel dans une République du Québec, etc., indépendante. Mais... Et là, dans ce cas-là, ça pourrait être un suffrage universel direct. Puis tu votes pour celui qui va devenir le chef de ton exécutif. Ici, au Québec et au Canada, et dans notre système politique de tradition britannique, on vote pour un parlement. Parce que c'est le parlement qui représente le peuple. Et l'exécutif, il est issu du parti qui a récolté le plus de voix au Parlement aux dernières élections. C'est comme ça. Donc, ça peut être M. Legault. Puis quand M. Legault part, puis que quelqu'un arrive après lui, à la tête de la coalition Avenir Québec, qui est le parti qui représente en majorité les Québécois au Parlement, devient donc Premier ministre. Honnêtement, j'ai aucune misère avec ça. Maintenant, je comprends que dans la perception, on se dise, mais là, voyons donc, c'est 20 000 personnes qui vont choisir le PM de l'ensemble. Oui, mais c'est l'ensemble de la population qui s'est exprimée en 2022, qui a donné une majorité à la coalition Avenir Québec et de laquelle est issu le
chef de l'exécutif, mais ce chef de l'exécutif-là, de toutes les manières, ces ministres, ces députés du gouvernement viennent du Parlement aussi, qui ont été élus normalement. Donc, il n'est pas le président, il est le premier ministre. Puis juste, découpe premier ministre en 2 mots. Premier ministre, ça veut dire quoi? C'est qu'il est ministre, mais c'est le premier des ministres. C'est celui qui forme ce gouvernement-là. C'est lui qui décide de qui va être autour de la table. Donc moi, honnêtement, j'ai vraiment aucune misère avec ça. Tu vas me dire, oui, mais Salim, il y a des gens qui, en 2022, ont voté non pas spécialement pour la CAQ, mais pour François Legault. Ça se peut bien. Ça se peut bien que ce soit le cas. Mais généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, aux prochaines élections, les gens vont décider. Les prochaines élections, c'est de 2 choses l'une. Soit tu les déclenches parce que la situation politique fait en sorte que tu ressens, toi, comme premier ministre de remplacement, que tu n'as pas les coups des franches, puis que tu ne sens pas la légitimité spécialement, mais ça, c'est la situation politique qui te le dit. Et là, tu déclenches les élections toi-même, puis là, les Québécois vont avoir l'occasion de s'exprimer, la population va avoir l'occasion de s'exprimer, ou alors tu attends la fin du mandat pour que les gens s'expriment. La dernière fois que c'est arrivé, Georges, c'était en 2001, parce que monsieur Lucien Bouchard, avait gagné les élections en 98. Lui, il s'en allait aux élections en 98 en pensant remporter non seulement une majorité des sièges, mais une majorité des suffrages pour organiser un référendum. Il n'a pas eu la majorité du vote populaire. Ça, c'est Jean Charest qui l'a eu chez l'opposition officielle, les libéraux, les fédéralistes. Donc, il ne se sentait pas légitime d'organiser un référendum. En 2001, il a décidé de partir. Et puis pendant 2 ans, son successeur à la tête du Parti québécois, Bernard Landry, était premier ministre. Ouais. Il était 100% légitime. En tout cas, à mes yeux, d'autres vont me le contester, mais c'est correct. Mais M. Landry était 100% légitime d'aller au bout de son mandat dans la logique que j'ai expliquée tantôt. La situation politique de l'époque, le contexte politique de l'époque, faisait en sorte que M. Landry ne sentait pas un manque de légitimité au point de se dire « Ok, je déclenche les élections tout de suite ». Il partait juste du principe que, bon, on nous a donné un mandat, peut-être pas celui d'organiser un référendum, mais le mandat de gérer le Québec. Et donc, on gère le Québec jusqu'au bout. Puis à la fin, moi, je ferai encore campagne pour un référendum, ce qu'il a fait. Mais l'histoire telle qu'on la connaît, c'est que les libéraux, finalement, ont gagné. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu es légitime de finir un mandat selon la configuration décidée par les urnes, par les Québécois. Donc, voilà. Mais je peux comprendre que d'autres... Tu sais, l'année dernière, là, c'est Carney qui a gagné, là, par exemple. Fait que... Différence avec ça, tu vas me dire que Carney, il n'était pas élu. Donc, c'est pas comme si les Canadiens lui avaient donné cet accès au Parlement pour qu'il puisse continuer un mandat du gouvernement. Donc là, je comprends un peu la nécessité d'avoir une élection, ce qui contredit ce que je viens de dire avec la situation actuelle à la CAQ. Mais je le dis juste simplement parce que, tu sais, l'élection, là, c'est cette année anyway. Tu comprends? Ouais. C'est juste dans cette optique-là que je me dis, pourquoi attendre au mois d'octobre? Il y a un nouveau chef, tu t'en vas en élection de toute manière. Tu viens de te faire livrer un budget qui est peut-être même pas le tien. Tu comprends? Donc, c'est juste de cette façon-là. Mais oui, ton point, ton point est 100% valide aussi. Là, puis je suis pas en désaccord avec. Là. Mais tu vois, tu as raison sur le point que Carney, l'année passée, lui, il avait même pas de siège au Parlement. Moi, c'est pas tant le fait qu'il n'avait pas encore été élu, qu'il n'avait pas de siège au Parlement. Mais tu sais, juste avant, quand je te disais... Tout dépend du contexte politique. Si dans le contexte politique, tu trouves que ta légitimité est réduite, tu te sens d'une certaine manière un peu obligé de déclencher les élections. Ce que M. Carney a fait l'année dernière. Ouais. Il se sentait un peu imposteur. Mais
Mais tu sais, dans un autre cas de figure où tu as un siège déjà et que tu fais partie de cette équipe gouvernementale et que fondamentalement tu cherches à passer de ministre à premier ministre, moi honnêtement je trouve pas ça problématique. En passant, puis on va passer à un autre sujet, mais tu sais, aux États-Unis là, tu votes. On dit qu'on a, admettons, on va élire M. Trump. Il y a des gens qui ont voté pour M. Trump. Mais M. Trump, quand il se présente en ticket avec M. Vance, J.D. Vance. Si M. Trump, quelque chose lui arrivait et qu'il ne pouvait plus gouverner, c'est son vice-président qui devient président. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas voté pour ce vice-président-là comme étant le président. Ils ont voté pour lui. Oui, ils ont voté pour un ticket comme vice-président. Donc pour moi, ça me dérange pas trop. Ça devient un problème lorsque tu manques de légitimité. Donc, si celui ou celle qui venait après manquait de légitimité, donc je te donne un exemple, un peu comme dans House of Cards d'ailleurs, tu sais, le président est plus capable ou est décédé ou peu importe quoi, le vice-président devient président. Et quand il devient président, il doit nommer un vice-président. Mm-hmm. Mais ce vice-président-là n'a jamais fait partie d'un ticket quelconque. Et là, le comble de malheur, le vice-président devenu président est décédé lui aussi. Tu sais, tu ramènes un président qui, lui, n'est pas élu. Tu sais, ça ne marche pas. Là, tout d'un coup, d'un point de vue légal, tu peux, mais une fois rendu dans le poste de président des États-Unis, tu sens que ta légitimité est manquante. Ouais. Et si elle est manquante, à ce moment-là, la pression d'organiser des élections, elle est de toute manière est trop forte. Ouais. Puisqu'on parle de Mark Carney, on va terminer avec ça parce qu'il y a des partiels au fédéral en ce moment. Puis, comme on disait, Salim, il s'est fait élire avec une minorité, mais très, très fine. Là. Il y avait une minorité à Ottawa de, c'était quoi, 5 ou 6 députés. Il y a eu quelques-uns des conservateurs qui ont traversé aux libéraux. La semaine passée, il y a une autre du NPD, la députée Laurie Idlut du Nunavut qui a traversé. Il manque littéralement 2 sièges à M. Carney pour faire une majorité, puis on est en élection partielle dans 3 comtés, dont 2 sièges sont quasiment certaines de réélire des libéraux. Donc, il est fort probable, je ne me rappelle pas la date là, des partiels. Le 13 avril. Le 13 avril, juste après la chefferie de la CAQ. On risque d'avoir un gouvernement majoritaire à Ottawa. C'est quand même spécial. Pas impossible, effectivement. Donc, dans le fond, M. Carney est à 3 sièges d'une majorité. Ah, 3? OK, oups. Non, mais au moment où on se parle, il est à 3 sièges d'une majorité. En fait, oui, mais c'est ça. Il est à 3 sièges d'une majorité. Il y a 3 élections partielles. 2 dans des châteaux forts libéraux. En Ontario, pour remplacer 2 anciens ministres, Christophe Freeland et M. Bill Blair. Ça, ce sont des circonscriptions quasiment assurées, si ce n'est assurées pour M. Carney. Puis s'il arrive à les combler, comme ce qu'il est prévu, il sera un siège de la majorité. Ce siège de la majorité, il pourrait l'obtenir si Tatiana Auguste, qui était sa candidate l'année passée dans Terrebonne, qui, dans un premier temps, avait remporté cette élection d'une voix, mm-hmm. C'est quand même assez fou, mais qui, pour d'une erreur de Post Canada, pour le vote d'une autre électrice, qui, elle, votait pour le Bloc, et qui aurait fait en sorte que ça aurait été une égalité. Puis quand il y a une égalité, on doit refaire l'élection. Ouais. La Cour suprême du Canada a annulé donc l'élection de Tatiana Auguste l'année passée d'un vote, en raison de ce que je viens de dire. Et donc,
a obligé de tenir des élections, de nouvelles élections, une nouvelle élection là, cette année. Donc, si Tatiana Auguste refait un quelconque exploit qui lui permet de... J'ai pas envie de dire regagner. En fait, c'est de gagner le siège qu'elle a représenté faussement, là, si tu veux, mais faussement pas à cause d'elle, là, mais à cause de l'imbroglio. Alors, M. Carney deviendrait majoritaire d'une voix. Ouais. Donc, les électeurs de Terrebonne, qui sont traditionnellement pas des électeurs libéraux, s'ils votent de nouveau pour M. Carney, M. Carney pourrait avoir sa majorité là. Si ils se disent, ben là, tu sais, M. Carney, il est déjà au pouvoir, ça sert à rien qu'on vote pour lui, on va pas voter, ou on recommence à voter pour le Bloc, et ben là, M. Carney n'aura pas sa majorité. Ouais. Mais, Georges, si M. Carney n'a pas sa majorité maintenant, le 13 avril, il pourrait l'avoir. Soit d'ici l'été, s'il y a des conservateurs qui traversent la Chambre, comme j'entends des rumeurs. Parler, ouais. Ou une autre partielle. Bingo! Dans le beau comté de Rosemont, c'est ça? Rosemont. Oui, dans le comté de Rosemont, quelque chose, là. Petite patrie, je crois. Rien à faire de même, ouais. Bref. Et, on a déjà discuté de ça. C'est M. Boulris. M. Boulris qui, selon toute vraisemblance, attend de se rapprocher des élections québécoises pour se présenter comme vedette pour Québec solidaire. Un parti, je rappelle, dont il est un des cofondateurs. Et ce qui libérerait son comté. Et ce comté-là, les libéraux auraient beaucoup plus de chances à le remporter que celui de Terrebonne. Puis là, M. Carney pourrait avoir sa majorité. Ça pourrait être aussi un mix. Hein? Ça pourrait être un mix de conservateurs qui traversent et de M. Carney qui va chercher Rosemont. Et qui sait, peut-être aussi Terrebonne. Puis là, tout d'un coup, il se retrouve avec une majorité de 3-4 sièges. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, les conservateurs, parce que moi, je suis un peu la campagne internationale de Pierre Poilievre, qui, pour, je pense, la première fois comme chef de son parti, a décidé de faire une petite tournée à l'international. Et je le trouve quand même très différent du Pierre Poilievre qui était à l'opposition avec Justin Trudeau. Et je le trouve encore différent du Pierre Poilievre qu'on s'est habitué de voir à l'opposition avec M. Carney aussi. Donc, c'est un Pierre Poilievre qu'on voit avec une autre prestance. Un Pierre Poilievre qui veut assumer un rôle et sa position du volet de sa politique étrangère. Et je trouve que ça va quand même assez bien pour lui. Je sais pas pourquoi il n'a pas fait cet exercice-là avant. C'est ça le point d'interrogation. Et évidemment, on écoute beaucoup notre ami Dimitri Soudas qui, lui, pense que ce voyage-là qu'il fait va être très utile pour lui parce que ça l'enlève de comme il l'appelle lui-même, cette chambre d'écho à l'intérieur du Parti conservateur où on a les partisans un peu plus extrêmes du parti qui entraînent un peu Pierre Poilievre dans une autre direction. Et je ne sais pas si ça va changer peut-être l'allure de sa députation au Québec, par exemple, qui sont un peu de l'autre bord. Ça va être quand même intéressant de voir comment ces choses-là vont progresser dans, disons, le prochain mois ou deux. Là. Écoute, effectivement, Monsieur Poilievre, honnêtement, il essaye de se repositionner d'une certaine façon. Reste à savoir si les Canadiens vont adhérer ou vont croire, si tu veux, entre guillemets, l'espèce de Pierre Poilievre 2.0, là, si tu veux. Parce que, désolé de t'interrompre, mais le positionnement qu'il prend, c'est celui évidemment d'un chef de l'opposition, mais
d'un allié, entre guillemets, de Mark Carney. Il ne le traite pas du tout de la même manière qu'il traitait Justin Trudeau. Et il semble avoir mis en priorité les intérêts du Canada face justement à la guerre tarifaire. Puis, il parle de Mark Carney d'un ton très respectueux. Ben oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a perdu énormément de conservateurs qui... Et quand je dis conservateurs, je parle pas de membres conservateurs ou un truc comme ça, mais je parle parmi les électeurs conservateurs traditionnels, il y en a beaucoup qui sont rendus à voter Carney au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils le trouvent un petit peu conservateur, Carney, puis ils trouvent que M. Poilievre s'éloigne de leur conservatisme. Parce que M. Poilievre veut pas, là, tu sais, voyons... son approche conservatrice, c'est pas l'approche conservatrice qu'on connaissait au Canada traditionnellement. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin d'un Brian Mulroney. Sais-tu quoi? Parfois, je le trouve même plus loin que Stephen Harper, tu sais, qui n'était pas nécessairement un Mulroney d'ailleurs, Stephen Harper. Mais lui a emmené ça à un autre niveau, M. Poilievre. Donc forcément, plus tu vas à droite, te camper à droite sur des sujets, puis sur une forme de populisme, puis moi, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs, je vais vous parler de ce qui se passe au Canada, puis tout d'un coup, on se rend compte que ce qui se passe au Canada, il peut y avoir des conséquences de ce qui se passe ailleurs. Et puis, entre-temps, il en a perdu du monde, là. Mm-hmm. C'est sûr que... donc, tu sais, les conservateurs de centre-droit, il les a perdus. Ils sont allés voir Carney. C'est sûr que M. Carney les englobe dans son discours. Alors, oui, il a pas d'autre choix. Et d'ailleurs, je crois que si M. Poilievre, après avoir remporté... la course au leadership face à Jean Charest, avait recentré un tant soit peu son discours, eh bien, il serait premier ministre aujourd'hui. Ouais. Tu sais? Voilà. Oh ouais. Non, c'est une stratégie de communication qu'il aurait dû adopter il y a très, très, très longtemps. Il a joué puis on en a discuté tellement de fois, là. Tu sais, il a joué ce bulldog parce que c'était toujours cette image-là comme le chef de l'opposition qui se levait pour critiquer le gouvernement. Et j'aime beaucoup plus ce Poilievre-là. Et selon toutes les analyses que j'écoute, que je lis, tout le monde se pose la même question. Il n'y a pas eu une personne qui lui a conseillé il y a 1 an et demi d'être ce Pierre Poilievre-là. Non, mais il voulait pas. Non, mais tu sais, disons-le franchement, il voulait pas. Parce que fondamentalement, il reprochait aux conservateurs plus traditionnels de prendre pour acquis ceux qui étaient un peu plus hardcore, tu sais. Mais lui, il a fait l'inverse. Il a pris pour acquis les conservateurs de centre-droit qui étaient frustrés par les libéraux, par Trudeau, etc., en se disant, ils n'auront pas le choix de façon de voter pour moi parce que sans moi, ils ne seront jamais au pouvoir. Tu sais? Ouais. Mais il les a pris. Mais c'est un très mauvais calcul parce que ce calcul-là, c'est que M. Carney a incarné une alternance aux libéraux fédéraux de Trudeau à l'intérieur même du Parti libéral fédéral. Tu sais? Et il a englobé ça. Puis d'ailleurs, c'est stupide aussi à dire, mais si Jean Charest avait remporté la course à la chefferie, ce qui était impossible pour lui, mais s'il l'avait remporté, il serait premier ministre aujourd'hui parce que le positionnement de Carney puis celui que Charest proposait se ressemblent beaucoup. Ça n'aurait pas été du copier-coller, on s'entend, parce que les partis politiques sont quand même pas les mêmes, les bases sont pas les mêmes, donc Charest n'aurait pas été le copier-coller de Carney, mais il y aurait eu quand même beaucoup de similitudes entre les deux. Puis sincèrement, Georges, c'est là que se trouve la majorité des Canadiens. Ouais. Puis regarde, moi, aujourd'hui, je suis quand même satisfait, globalement satisfait, on n'est jamais d'accord à 100%, mais je suis quand même globalement satisfait de ce que M. Carney fait. J'étais tanné de ce que faisait M. Trudeau parce que je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Non. Tu sais,
Puis j'étais pas capable avec M. Poilièvre. Mais tu sais, si ça avait été Jean Charest puis qui arrivait à recentrer son parti là où l'essentiel des Canadiens se trouve, ben j'aurais été favorable. Mais là, c'est M. Carney qui est allé se placer là où l'essentiel des Canadiens se trouve. Ben, regarde, tu sais, c'est... Voilà. Hey, information de dernière minute, ça vient de rentrer. Très intéressant. Le député d'opposition, Frédéric Beauchemin, vient d'envoyer un communiqué de presse pour annoncer que il sera candidat à la prochaine élection dans le comté de Bromissisquoi. Ah, oui. Alors, ce que je sais, c'est que je crois, en tout cas, qu'il vit là. Ouais. Je crois qu'il vit là, puis il se présente là. Mais genre, je veux quand même dire quelque chose. Je veux quand même dire le fond de ma pensée. Il m'en voudra pas si c'est pas ça, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Pour moi, c'est un smart move. D'abord, il vient d'ouvrir une circonscription sûre à Montréal pour Charles Milliard, qui, en plus de Saint-Laurent, donnera aussi le comté de Marguerite-Bourgeois, qui est un château fort libéral, à quelqu'un d'autre. Mais aussi et surtout, c'est très intelligent de sa part. Moi, je crois qu'un gars comme Frédéric Beauchemin a envie d'être au pouvoir. OK? Puis, s'il se présente dans Bromissisquoi, s'il gagne... Mais c'est une représentation dans les régions, là. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que... Parce que Bromissisquoi, c'est pas un comté facile. Ça a déjà été libéral, très, très longtemps libéral, mais... Ça a été quand même un château fort important. Ça l'a déjà été. Aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, c'est moins évident, mais quand même. Non, mais parce que si le PLQ doit gagner, un comté comme Bromissisquoi, c'est impossible que tu passes à côté. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas Bromissisquoi, tu ne gagneras pas le pouvoir. Là, j'ai du mal à croire que tu auras assez de circonscriptions ailleurs. Puis s'il ne gagne pas le pouvoir, tu ne gagnes pas Bromissisquoi, mais lui, il a envie de faire autre chose. J'ai pas l'impression qu'il a envie d'être un député d'opposition. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je trouve que c'est un smart move. Puis d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire de la politique, mais qui veulent faire de la politique juste au pouvoir, il faut prendre ce genre de circonscription-là qui swing, qui vote toujours avec le pouvoir. Tu sais? Donc, si tu es au pouvoir, ben, tu es là. Puis si tu n'es pas au pouvoir, tu as perdu cette circonscription-là, puis là, tu vas faire autre chose, là, parce que tu n'as pas envie d'être un député d'opposition pendant 4, 8, 12 ans, surtout quand tu n'es pas un politicien professionnel et de carrière comme Frédéric Beauchemin. Donc moi, je trouve que c'est un smart move, mais ça fait l'ouverture d'un autre comté, puis là, je peux te dire, là, j'imagine que le téléphone va être comme un fou, et tu vas avoir 200 personnes qui vont vouloir se présenter dans ce comté-là pour les libéraux. Moi, j'entends beaucoup la candidature de, je vais le dire, on l'a reçu ici, pas dans un cadre politique, mais de Michel Leblanc, qui est l'ancien... intéressant. L'ancien président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Moi, j'entends cette rumeur, elle est très... comment dire, elle circule beaucoup. Je l'entends de diverses sources, donc ça circule beaucoup. Moi, j'avais cru comprendre que ce serait peut-être ou sûrement Saint-Laurent, parce que c'est le genre de profil que tu dois présenter à Montréal. Tu sais, un ancien président de la Chambre de Montréal, tu ne vas pas le mettre ailleurs qu'à Montréal. Mais à Montréal, il n'y avait pas tant que ça de circonscription château fort pour les libéraux qui étaient disponibles. Donc, il y avait celle de Saint-Laurent avec le départ de Marois Risky. Puis maintenant, il y en a une autre, celle de Marguerite-Bourgeois, avec le fait que M. Beauchemin la cède pour aller se présenter ailleurs. Mais on va dire autre chose aussi sur l'île de Montréal, Salim, et juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, il y avait des comtés sur l'île de Montréal qui étaient quand même des comtés sûrs, comme Verdun et Saint-Henri-Sainte-Anne. Bon, Saint-Henri-Sainte-Anne, démographiquement, ça a changé un peu, mais Verdun, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc, je pense que c'est une belle ouverture pour le Parti libéral du Québec. On va voir les candidatures intéressantes qui vont se présenter. Voilà.
All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. On vous revient évidemment avec un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Donc, faites-nous une petite faveur. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez vous inscrire sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes audio aussi. Commentez, aimez, partagez, envoyez-nous des messages. Ça nous aide énormément. Puis, on aime ça échanger avec vous. Donc, ciao et on se voit très bientôt. Bye bye, ciao!